Typiquement, vous dites, bon, OK, il y a les valeurs, mais il y a plein d'autres choses, etc. Moi, j'inverserais la proposition quand même. Il y a plein de Ok. choses, mais il faut toujours revenir aux valeurs. Et pour moi, c'est absolument essentiel. Les quatre valeurs de l'agilité, c'est vraiment la base et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est ce qu'un certain nombre de frameworks, à mon avis, perdent de vue. Et c'est fort dommage. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile & Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI? Dans une collectivité? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Jean-Séverin Lerre qui est le DSI de l'INSEE. Bonjour Jean-Séverin. Bonjour. On a pu échanger un petit peu il y a quelques temps et avant de rentrer dans le vif du sujet qui est l'agilité dans l'organisation, pas forcément public, hein, dans l'organisation, bien sûr, il y a des spécificités, on y viendra. Est-ce que tu peux présenter ce que fait l'INSEE, si les gens connaissent de nom, ça, c'est toujours important de repréciser. Bah, l'INSEE, oui, est assez connue parce qu'elle est régulièrement citée, ne serait-ce que dans les médias. En fait, c'est l'Institut de la statistique et des études économiques et son objet, c'est d'informer et d'aider à la prise de décision, en fait, les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises, la société en général, à travers justement les indicateurs, les statistiques, les référentiels qu'elle peut créer et gérer. Par curiosité, donc ces statistiques-là, elles sont tout le temps, par exemple, dans l'économie, etc., ou est-ce qu'elles sont aussi dans, par exemple, on voit beaucoup l'ADEME qui fait beaucoup d'aide à la décision sur des politiques publiques énergétiques. C'est quoi le périmètre d'analyse, Alors, hein, si je peux me permettre? le périmètre de l'INSEE est à la fois sur tout ce qui est économique, société, entreprise, etc., mais aussi démographique. Par exemple, les statistiques sur les naissances, les décès, la population française, sa démographie, etc. Le recensement aussi de toute la population, c'est quelque chose de très important et une étape très forte et très lourde pour l'INSEE chaque année. Donc, c'est très varié. Et bon, l'INSEE est à la tête aussi de ce qu'on appelle le service statistique public, qui est en fait l'ensemble des acteurs qui font des stats dans tous les ministères, dans différents organismes. Et donc, globalement, c'est cet ensemble-là qui apporte tous les indicateurs qui sont utiles à la compréhension et à la prise de décision. L'INSEE a une vision un peu plus transverse et globale. Et après, il y a d'autres acteurs qui sont spécialisés. Quand vous citez l'ADEME, par exemple, oui, mais on a aussi dans chaque ministère un Ok. service qui est spécialisé sur son domaine. Et est-ce que l'INSEE agit un peu comme une DSI groupe de bonnes pratiques auprès de ces les équipes à l'intérieur des autres ministères? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un partage de connaissances, d'outils, de façon de faire, ou est-ce qu'ils sont assez indépendants? Alors, DSI Group, non, parce que chaque ministère est Ouais. très indépendant et tient à son indépendance. Par contre, on a vraiment un rôle, je pense, sur tout ce qui est innovation dans la gestion je dirais, de la data science, des outils qui Voilà. peuvent exister. Et d'ailleurs, l'INSEE a une souche libre qui s'appelle Onyxia pour déployer facilement des environnements de data science qu'on déploie et qui est réutilisé à l'extérieur. Et du coup, vous, Jean-Séverin, juste pour un petit peu qui vous êtes et votre parcours, comme ça, on va pouvoir après aller dans le vif du sujet. Alors, moi, je suis un fonctionnaire technophile avec un goût pour l'innovation. Si les trois sont compatibles. Je suis dans le numérique depuis 30 ans et puis bon, j'ai fait des postes dans toutes sortes d'entités. Mes trois derniers postes, c'était DSI du ministère de la Culture, directeur d'un programme agile et maintenant DSI de l'INSEE. Alors, du coup, parler de programme agile. À l'INSEE, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 3 ans maintenant. Donc, 3 ans, petit départ, rapport d'étonnement. Et donc, du coup, volonté de mise en place d'une culture agile. Est-ce qu'on peut en revenir un petit peu sur il y a 3 ans, quand vous arrivez à l'INSEE, qu'est-ce que vous découvrez? Quel est votre constat et quelle est votre volonté? Alors, quand j'arrive à l'INSEE, je découvre déjà une administration qui a commencé à penser l'agile depuis 2009 environ. Donc, c'était pas si tard que ça par rapport à d'autres. Et en tout cas, pour les administrations, c'était très tôt. Et qui s'est lancé avec un premier projet en 2010. Et bon, ça fait toujours rire à l'intérieur de la maison avec un projet qui était sur quelque chose de critique. Donc, bon,
parfois, on joue de manière risquée. Et ça s'est relativement bien passé, mais c'est pas étonnant parce que de toute façon, c'était les pionniers qui avaient envie, qui voulaient démontrer que ça allait marcher et tout. Donc, au bout du compte, c'était pas une mauvaise idée de le faire avec ces gens-là. Bon. Depuis, je dirais, jusqu'en 2020, la culture s'est généralisée sur l'agilité. Et maintenant, tous les projets sont lancés en agile. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Si je peux me permettre, vos métiers à l'intérieur de l'INSEE, c'est des statisticiens. Exactement. Alors, on a une caractéristique un peu spéciale de tout ce que j'ai pu connaître dans mes autres postes, c'est que vous n'avez pas besoin d'expliquer à un statisticien qu'il a besoin de l'informatique pour travailler. Oui, enfin, c'est des métiers qui sont déjà super à l'écoute des solutions techniques. Alors, non seulement super à l'écoute, mais je dirais déjà avec une culture numérique de base qui n'est pas négligeable du tout. Et en fait, ceux qui s'occupent d'informatique à l'INSEE sont pour la plupart avec les mêmes origines de cursus de formation que les statisticiens eux-mêmes. Et du coup, ça veut dire que ça a vraiment pris ce côté, on travaille main à la main sur, en continu et en itération sur les besoins, les produits, les services qu'on veut développer ensemble. Ou est-ce que ça, c'était oui sur le papier et dans les faits, bah, il y a toujours des problématiques RH, des problématiques de temps, des problématiques qui font que le modèle, on va dire, organisationnel a complexifié un petit peu la réalisation de cette envie. Alors, il y a des tas de problèmes. Je dirais le monde est loin d'être parfait. Typiquement, les métiers et les développeurs peuvent se comprendre, mais parfois, alors ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais d'avoir trop la même culture, ça peut faire penser aux uns et aux autres qu'ils peuvent faire ce que ferait l'autre et donc penser à la place de l'autre, que ce soit l'informatique qui pense à la place du métier ou le métier qui pense à la place de l'informatique. Donc moi, je suis pour dire que si chacun est bien sur son rôle, ça fonctionne mieux. Bon, déjà, il y avait une petite confusion à ce niveau-là. Et puis bah, inévitablement, l'agilité, on la met en place, mais en gagnant en maturité, on s'aperçoit, je dirais, ce qui peut pêcher, ce qui ne va pas forcément. Et typiquement, on a besoin, et on y passe là actuellement, à une piqûre de rappel sur tout ce qui est agilité. Au niveau RH, le décloisonnement, on va dire, de l'organisation par silo, on va dire, historique ou même structurel. Et ça s'est fait naturellement parce que comme tout le monde avait envie d'aller l'agilité, il y a eu une envie aussi alors je sais pas si on appelle l'administration, mais dans tous les cas, des responsables de donner du temps à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils aient le temps, en dehors de leur métier de statisticien, de pouvoir travailler main à la main avec les équipes de la DSI. Ou est-ce que ça a été compliqué comme dans beaucoup d'entreprises parce que bah il y a une pression du quotidien sur faire les choses du métier là-dessus et donc du coup c'est du temps en plus. Alors, c'est ambivalent. Il y a en effet une pression du quotidien pour faire de la production statistique, comme on dit chez nous. Donc, je dirais récupérer de la donnée, la corriger, la revoir, etc., etc., et qui peut être très forte sur certaines périodes. Mais en même temps, il y a une conscience que c'est le métier qui doit savoir ce qu'il veut et qui doit guider donc toute l'agilité. Donc, il y a une vraie place donnée, je dirais, au rôle du métier quand il est défini comme étant le product owner d'un projet. Je dirais pas qu'il n'y a pas de pression opérationnelle, mais il y a un rôle connu et c'est pas à côté de son métier, c'est son métier d'être le product owner du projet. Et ça, en mode vraiment ressources humaines dans l'administration, alors peut-être que je connais mal aussi des préjugés. Il y a quand même une rigidité de la fonction. C'est pas, on modifie pas la fiche de poste d'un fonctionnaire d'un claquement de doigts. Et en même temps, c'est une modification de son périmètre de travail. Comment vous avez réussi à faire en sorte que ce soit faisable en fait de dire en fait t'es à 100% sur ton métier d'assistant là dans les 6 prochains mois tu seras à 70% sur ton métier là mais tu auras 30% de ton temps sur la création de nouveaux services et même que la personne veut faire c'est pas une question d'obligation mais plutôt légalement ou même en termes de droit comment ça s'est fait. Alors, les processus RH ont leur lourdeur, c'est clair, et en plus, on a un processus annualisé, donc des grandes campagnes de mobilité annualisées. Très agile.
C'est très agile Non, ça, pour c'est pas changer, très agile, on est d'accord. pour changer les projets, pour itérer sur des produits, des changements de personnes, parce qu'en fait, ça doit être sympa ouais, de réaligner. Ok, je vois le truc. Et donc, typiquement, par contre, typiquement, quand quelqu'un va être product owner, sa fiche de poste est refaite et en fait, c'est même pas qu'elle est refaite, c'est qu'il y a une fiche de poste qui est ouverte et ensuite candidate des gens sur cette fiche de poste pour être clairement institutionnalisé et product owner. Donc, il n'y Ok. a aucun sujet à ce niveau-là. Et les gens changent assez souvent de poste quand même, hein. On est sur un 3-4 ans minimum et ça peut être plus. Enfin, ça peut être Et, moins d'années, je veux dire. oui. Et donc, du coup, quand ils candidatent, du coup, ça veut dire qu'ils vont être à temps plein en tant que PO? Eh ben, ils vont avoir la mission. Alors, sur les projets vraiment importants, ils vont être à temps plein en tant que Ouais. PO. Et sur d'autres projets, ils vont avoir une partie de leur temps qui va être clairement définie comme étant PO. Donc donc ça, vous arrivez à le gérer une fois par an parce que il y a cette rigidité-là, mais globalement, bah, une fois par an, ça marche assez bien. Et puis dans l'année, quand il y a des petits soucis, bah, forcément, c'est un peu plus compliqué parce Mais qu'il y a un d'un autre cadre. côté, je dirais les gens à un certain niveau de responsabilité n'ont pas forcément des fiches de poste très très précises et Ok. faites exactement en cordeau. Et donc, il peut y avoir une certaine souplesse à ce niveau-là. Et donc du coup, donc ça c'est la partie RH. Sur la partie, on va dire, structuration de votre target operating model, voilà votre terme à vous, c'est-à-dire la façon dont vous voulez travailler ensemble, etc. Comment vous l'avez co-créé, imposé, dessiné. Et l'agilité, c'est une chose. L'agilité, bon, déjà, c'est des valeurs, c'est des principes, ok. Mais après, il y a la façon dont on s'organise réellement au quotidien et que ce soit par semaine, par mois, par trimestre, les parties prenantes, etc. Et ça, il y a plein de frameworks. Il y a de l'artisanal, il y a du dogmatique. Il y a comment vous le mettez en place et où comment vous faites en sorte que les gens créent leur propre tome à eux. Alors, typiquement, vous dites, bon, OK, il y a les valeurs, mais il y a plein d'autres choses, etc. Moi, j'inverserai la proposition quand même. Il y a plein de Ok. choses, mais il faut toujours revenir aux valeurs. Et pour moi, c'est absolument essentiel. Les 4 valeurs de l'agilité, c'est vraiment la base et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est ce Ok. qu'un certain nombre de frameworks, à mon avis, perdent de vue. Et c'est fort dommage. Donc, la première chose, c'est d'arriver à instiller une culture. Je ne sais pas si vous voyez ce modèle, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est le modèle de l'iceberg dont on Ouais. parle dans les transformations. Et en fait, tout en bas, il y a la vision, la culture, le truc le plus dur à changer en profondeur. Et c'est là que les valeurs vont vraiment changer cette chose en profondeur. Après, on peut faire de toutes sortes de façons. On peut avoir différents types de frameworks. Et je dirais, en fait, il faut surtout s'adapter en fonction de l'équipe et en fonction, par exemple, de la taille d'un projet. On va pas faire un projet avec une vingtaine de personnes comme on fait un projet avec 2 personnes. Bon. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'INSEE a une grande chance. Elle a une division, on appellera le centre agile de l'INSEE, même si c'est pas sa dénomination en interne, avec un certain nombre de coachs qui sont vraiment internes. Donc, c'est pas avec de l'extérieur, c'est des gens qui accompagnent les équipes, qui peuvent, alors, je dirais, acquérir de l'expérience sur la façon dont ça se passe chez nous et donc transférer cette expérience d'une équipe à l'autre. Globalement, nous, on s'est focalisé sur Scrum et Kanban parce qu'en plus, nous, on a plutôt beaucoup de petits et moyens projets que des gros. Parce qu'en fait, chaque track de je génère un certain nombre de stats ou je fais un certain nombre d'analyses, etc., est relativement indépendant. L'adhérence est par les données, mais il ne va pas être tellement entre systèmes d'information. Donc, le modèle Scrum est assez souvent, je dirais, suffisant avec une équipe. Il y en a où on a été plus gros, mais c'est plus rare. Le Kanban, c'est plutôt quand on est en phase, je dirais, alors, je vais faire bondir les agilistes, les vrais, etc., mais en phase de maintenance sur certaines choses. Parce qu'on ne gère pas tout en produit, on n'a pas les moyens de tout gérer en effort continu. Il y a des choses sur lesquelles on met les moyens en continu et on se concentre, par exemple une filière d'enquête ou Ouais. tout ce qui est communication institutionnelle, site web, etc. Mais il y a d'autres sujets où on fait un petit pic d'activité tous les 5 ou 10 ans et puis après, on est gentiment en maintenance. Ben là, typiquement, on va se mettre en mode Kanban, mais le faire en agilité quand même. Ok. Donc, fonctionnement produit sur les produits cœur. Donc là, on a des équipes dédiées en continu. Et là, on est sur du Scrum avec des itérations continues, etc. Par la valeur, focus client. Et ensuite, on a
On peut pas être un produit avec des équipes dédiées à temps plein sur sur tous les produits. Il y en a qui peuvent, hein, pas tout le monde. Voilà. Et donc du coup là, non mais c'est vrai, c'est une question, c'est aussi une question clairement de moyens. Et donc du coup là, on est plutôt sur du Kanban, priorisation de l'amélioration en fonction de certains capacitaires qu'on veut y allouer de temps en temps. Voilà. Ça c'est l'exécution, on va dire produit, projet, comme le veut en fonction. Mais c'est pas encore le modèle global d'organisation. Par exemple, comment on réaligne toutes les équipes tous les X mois? Quels sont les rituels communs? Parce qu'on pourrait très bien dire que chacun produit Scrum ou Kanban sur certains autres projets ont leur vie de leur côté, mais en fait, on a plein d'enjeux de priorisation entre eux. Qu'est-ce qu'on fait pas? Il y a différentes réponses à ça. D'une part, comment on alloue des moyens. Alors là, on est vraiment dans l'administration administrative, hein. On fait un comité directeur de planification triennale des travaux. C'est non. Voilà. Oh, ok. Au moins, ça pose le game. Ça pose le game, exactement. Chaque année, il y en a un grand qui alloue clairement des moyens à tel projet, tel autre ou pas, etc. Bon, au moins, ça a la qualité de trancher un certain nombre de choses, même si c'est un process qui est assez lourd et qui demande énormément d'énergie à pas mal d'acteurs. Bon. Ça, c'est, je dirais, les priorisations. Et en plus, il y a un vrai partage à haut niveau de sur quoi on veut mettre la priorité. Après, pour ce qui est des synchronisations d'équipe, je dirais du travail commun, comme je l'ai dit, les projets sont quand même relativement indépendants. Et donc, la synchronisation elle va plutôt se faire sur les façons de faire, sur par exemple une démarche craft qu'on a en cours où on anime les différents centres de développement. Oui, parce que ça, je l'ai pas dit, mais on a 4 centres de développement, un à Nantes, un à Lille, un à Orléans et un à Paris. Et au total, on a quand même près de 200 développeurs en interne, sans externalisation. Donc, ça fait une bonne puissance de tir. Et donc, il faut animer ces compétences, être sûr de les maintenir à l'état de l'art. Donc, il y a toute une animation du développement qui est mise en place et qui est plus, je dirais, sur la façon de faire et sur les compétences que sur les différents projets entre eux. Du coup, les projets sont assez indépendants, donc du coup, on est plutôt sur des moments communs de partage de bonnes façons de faire et d'apprentissage, ok. Mais du coup, par exemple, dans ce plan triennal de planification de travaux, Programmation triennale des travaux. Attention. programmation triennale de travaux, excusez-moi, j'avais pas eu le réflexe de retenir le nom parfaitement. Il n'y a pas, du coup, dans l'année, par trimestre, une repriorisation commune voilà, il y a ça et ça qui ont changé. Au final, on s'est aperçu que ça, c'était plus compliqué ou des priorités peuvent être arrivées. Donc, du coup, ce côté roadmap continue tous les trimestres de dire, OK, on avait prévu de faire ça, mais en fait, on va plutôt faire ces genres de choses. Comment Alors, ça se passe? alors, évidemment qu'il y a ce genre de régulation qui est, je dirais, incontournable. Mais c'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai aussi insisté pour qu'on pilote comment dire, les priorisations au niveau de la programmation triennale par enveloppe. Et donc pas OK. projet par projet, mais par un certain nombre de projets qui vont être sur un domaine. Les statistiques structurelles d'entreprise, les statistiques démographiques, les logiciels de gestion interne, etc., etc. Et donc, on puisse, en cours d'année, en permanence, arbitrer à l'intérieur de ces enveloppes, mais au niveau, je dirais, beaucoup plus local des OK. centres de développement. Donc, il y a des enveloppes de programmes qui correspondent à des axes stratégiques où tous les ans, il y a des budgets qui sont alloués là-dessus. Donc, c'est en gros une répartition d'un effort par rapport à un axe stratégique, mais à l'intérieur, la priorisation va être faite de manière plus agile, hein, avec les équipes. Quand vous parlez d'équipes de développement, donc là, je prends dans un axe donné, donc statistiques structurelles d'entreprise, il y a 40 initiatives, il y en a 10 de plus. Là, le choix se fait par par les équipes à l'intérieur de ce programme de développement qui mélange donc du coup les PO, les métiers, etc. C'est ça? On ne crée pas de nouveaux projets ex nihilo, sauf si c'est vraiment petit. Il y en a eu quelques-uns, genre 2-3 D'accord. mois, c'est tout. Par contre, je dirais, on priorise et on organise l'effort qu'on veut mettre sur tel ou tel projet en fonction soit des allées des projets, soit par exemple d'une arrivée réglementaire, d'une obligation X ou Y qui nous tombe dessus.
Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est intéressant. Donc, dans l'année, dans un programme donné, on n'a pas de nouvelle initiative qui peut rentrer, sauf exception. Non, et je dirais pour le coup, c'est pas forcément très gênant dans le domaine dans lequel on est parce que la mise en place d'enquêtes, de statistiques, etc., a, je dirais, non pas pour des raisons informatiques, mais pour des raisons plus métiers, une certaine inertie. Ok. Donc, mettre en place les panels qu'on va interroger, s'assurer de la méthodologie pour ne pas faire d'erreurs, etc., prend un certain temps. Et sur la mise en place d'une enquête, on peut être facilement sur plus de l'année, voire certaines grosses enquêtes, c'est 3 ans pour les construire et les mettre vraiment en place. Ok. Ça, c'est les projets orientés clients finaux et métiers. Il y a des projets qui sont plus aussi tournés vers l'interne, qui là, du coup, peuvent être des fois plus rapides. Ben, Je c'est sais pas. typiquement dans ce domaine-là qu'on a des petits projets qui apparaissent Ok. de 2, 3 mois et qui se font en effet sur l'enveloppe. Mais Ok. c'est en effet des cas atypiques. Bah, ma question que j'avais posée là il y a 10 minutes, mais j'ai pas eu la réponse, c'est comment ça s'est passé au tout début entre, ok, on a choisi, en fait, vous m'avez dit deux choses. Il y a le plan annuel, ok. Ensuite, maintenant, on décompose par programme ou par entité, on va dire macro. À l'intérieur, on n'a pas beaucoup de nouveaux projets parce que nos métiers ont des contraintes fortes pour que les projets puissent naître, qui sont pas des contraintes IT au final, qui sont des contraintes métiers très bien. Et on va avoir des typologies de projets qu'on va poster un Scrum parce qu'on peut avoir des équipes produits spécialisées et donc et aussi beaucoup d'autres projets ou produits qui vont être plutôt en mode Kanban parce que là c'est plutôt de la maintenance un peu on va dire acyclique. Maintenant tout ça et la musique la mise en musique de ça etc. Je sais pas moi vous avez pris un framework Safe, vous avez créé vous tout, ou quelqu'un l'a écrit en interne. En gros, il y avait un projet agile qui avait réussi. Le scale de ça, l'uniformisation des pratiques, etc. Comment c'est né, Bah, comment ça s'est typiquement, créé. c'est ce que j'ai dit avec le centre agile, c'est-à-dire que ça a été fait plutôt en interne et ça a été fait sur 10 ans par extension progressive des pratiques des équipes vers les unes vers les autres. Ok, Donc, il y a pas eu un grand matin du grand soir où on a fait une bascule de 3 semaines et puis voilà. Non, non, c'est une mise en place progressive sur 10 ans et je dirais avec toute la complexité que ça a pu avoir je dirais, d'embarquer les gens. Et on n'a pas un grand framework à la safe. Alors, d'une part, parce que comme je le dis, étant donné que nos projets sont relativement indépendants, ce n'est pas forcément nécessaire. Et puis, pour être très honnête, moi, je suis pas convaincu par les grands frameworks qui arrivent avec leurs armées de consultants certifiés pour vous expliquer comment il faut faire dans votre vie, alors que, bon, c'est un peu spécifique, à mon avis, aux gens qu'on a, à leur profil et à l'organisation. ok. Et du coup, vous avez pour le matérialiser tout ce changement dans 10 ans, faut le vendre aussi en interne, faut l'expliquer, faut que ce soit compréhensible avec ça. Vous avez fait des schémas, vous avez dessiné une cible, enfin une organisation cible, parce que bon, l'organisation cible, c'est pas juste dire il y a des projets en Scrum, des projets en Kanban, nos tailles de sprint sont uniformisées là-dessus et enfin je veux dire il y a quand même beaucoup de nuances dans tout ça, il y a beaucoup de détails qui font que les gens comprennent, n'ont pas peur, voient pourquoi ça va les aider, parce qu'en fait indépendamment on n'aime pas les frameworks safe etc. Le côté positif c'est que vous avez de la littérature et que vous n'êtes pas le seul à prêcher le modèle, comme vous disiez, avec des armées d'externes, prêcher le modèle que vous voulez porter, et donc du coup à tous les niveaux de l'organisation. Quand vous faites pas appel à ce type de solution, on va dire, parce que je parle de solution framework plus consultant, plus littérature, plus lobby, quoi. Ben, du coup, le changement que vous voulez opérer, il a pas de nom, il est un peu difforme parce que le contour est Bah, pas il n'a pas forcément de aussi nom, clair. si justement, c'est ce que je disais, il C'est se l'agile. réfère essentiellement aux valeurs. Et Oui. donc, il a ses valeurs et il les met en avant. Et en plus, je dirais, vu que ça s'est fait lentement, ça s'est fait aussi par démonstration des résultats et de ce que ça permettait. Ok. Donc, typiquement, on est passé d'un monde où les développements étaient, je dirais, du bon vieux cycle en V avec toute l'insatisfaction que ça pouvait générer. Et on est passé à quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux et où le métier n'avait pas de difficulté à s'insérer. Là, on revient au fait qu'ils ont une culture numérique à la base. Parce que faut pas se leurrer. Comme je dis toujours, l'agilité, ça marche mieux. Pourquoi? Parce qu'on demande beaucoup plus d'efforts au métier.
Forcément, dit comme Voilà. ça Bon. coûte plus cher. Non, par contre, ce À que je dis, je suis l'initial, pas sûr je suis pas à sûr que ça l'investissement. coûte plus cher. Enfin, je suis pas sûr que ça coûte moins cher. Par contre, le résultat est bien meilleur. Voilà. Oui, mais alors le ROI et le coût sont deux choses différentes. Mais par Voilà. contre, si on demande aux gens d'investir plus d'argent, enfin, de temps dans le produit, c'est souvent ça le pain principal. C'est que il y a une non-compréhension que pour que ça change, ça doit venir pas uniquement de la partie dev, mais aussi de la relation et du temps qu'on va allouer ensemble. Et ça, ce côté one Exactement. team, il est pas forcément compris à 100%. Ok, donc Mais là, pour le coup, dans la culture maison, c'était assez facile à faire comprendre. ok, résultats qui ont apporté, on va dire, une démonstration que ce qui est mis en place apporte de la valeur. On va dire un effort fort sur la pédagogie au niveau des valeurs de l'agilité pour le socle culturel. Hmm. Et ça a permis que sans s'appuyer sur un socle framework connu et de l'extérieur, etc., ça soit suffisant. Ok. Si demain vous devez le refaire dans une contrainte de temps plus serrée, parce que pression dans l'administration ou autre, des gros changements forts à 3 ans, à 2 ans, voilà, des contraintes, on n'est pas à la semaine, mais qui sont pas là-dessus. Comment vous y prendriez avec ce que vous avez appris là-dessus? Bah, typiquement, là, moi, je suis dans ce que j'appelle la deuxième phase de l'agilité. C'est-à-dire que, il y a une première phase qui a été faite avec certaines pratiques, etc. Mais je pense qu'il y a une deuxième phase de maturité qui doit intervenir. Et là, pour le coup, j'aimerais bien qu'elle intervienne rapidement. Pour typiquement pour ce type de sujet, ce que je vois bien, c'est la résistance, je dirais, de ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire, qui est bien classique, qui veut protéger. Alors, c'est pas forcément, je dirais, de la malignité ou autre, mais qui veut protéger les agents, les façons de faire, parce que elle pense que ça fonctionne à peu près et que si on chamboule tout, on risque de tout casser. Et donc, typiquement, je me concentrerai sur ce sujet-là, premièrement. Deuxièmement, alors si je devais déclencher l'agilité et convaincre les métiers, je pense que je ferais comme l'a fait l'INSEE, mais après avec une surmultipliée derrière, qui est de commencer par un projet emblématique en mettant les meilleurs dessus. Le plus risqué ou le truc que tout le monde va regarder avec les meilleurs. Et là, on prouve que Voilà, ça, c'est exactement. pas le quick win, en fait. C'est le best, win avec la best team pour montrer que vraiment, ça peut dépoter. Ok. Et ça a clairement eu cet effet-là sur l'INSEE, c'est-à-dire que ça reste quand même une référence, ce projet risqué qui a été fait comme le premier projet agile. Donc ça, je pense que c'était une bonne chose. Et ensuite, après, par contre, je pense qu'il faut faire monter à peu près tout le monde en même temps, si on veut être rapide, et pas essayer je dirais, mettre l'accent sur telle et telle chose et faire monter par petits groupes à fond, mais plutôt faire monter tout le monde en même temps. Ensuite, le framework, moi, j'y crois pas. Ce qui a été vraiment une occasion de réussite à l'INSEE, c'est d'avoir un centre agile en interne. Donc, il faut avoir de l'apport de compétences externes par des coachs, mais il faut aussi avoir des gens qui n'ont aucun intérêt externe et qui sont vus comme de la famille pour Ouais. faciliter la montée. Donc, on commence avec un super projet. On met la meilleure équipe dessus, les meilleurs talents. Ça devient une référence. Donc là, il y a un déclic qui se fait. Et là, après, on va pas être dans une stratégie de cornérisation des équipes qui seront pas moteurs, etc. Mais on va essayer d'embarquer tout le monde pour éviter un delta trop important qui crée des rivalités, qui crée, etc. Ok. Et ça peut être fait avec une tactique de pôle de compétences en interne, vraiment forts internes qui sont en mode là pour vraiment faire grandir les gens, leur expliquer, comprendre leur métier, ok, très clair. C'est ça, c'est complètement ça. Et du coup, entre la première phase de l'agilité, là, la première phase, c'est la phase de 10 ans ou c'est les 3 dernières années? À la première phase, c'est les 10 ans, je dirais. Ok, Enfin, moi, j'appelle la première phase avant que j'arrive parce que je peux pas ouais, décomposer ce qui s'est passé avant. Je n'en ai pas suffisamment la connaissance et la vision. Mais il y a une montée assez douce. Pour tout dire, quand en 2021, dans un papier officiel ou autre, je sais plus, j'ai mis que tous les projets étaient en agile, au comité directeur, il y a des directeurs qui m'ont dit « Ah bon? On ne savait pas, ça n'avait jamais été dit. » Mais pas, on est contre, hein. C'est « Ah, ouais, voilà. » on savait pas. Bon, voilà.
Ils pensaient qu'il y avait encore des trucs qui vivotaient en cycle en V, c'était plus le cas, quoi. Et du coup, par rapport entre la première et la seconde phase, donc le côté management intermédiaire qui veut voilà qui a peur pour que les agents soient déboussolés ou autre ou que ça crée de la difficulté en interne, etc. Ça n'a pas été un frein massif initial à la phase 1. C'est-à-dire que ça a pu quand même se faire à la phase 1 parce qu'on pourrait Non, penser parce en que dire bah ça s'est fait sous le radar quelque part. Ça s'est fait assez doucement. 10 ans, c'est quand même long, hein. ouais, mais du coup il y a quand même en dehors de sous le radar il y a quand même des fiches de poste. Par exemple un manager si un gars de son équipe il a appelé il fait il a candidate à PO un tiers de temps sur un tel produit, ça se voit quand même. Ouais, C'est mais pas ça s'est fait par adhésion progressive, hein. Donc sans difficulté particulière. ok, donc en fait C'est ils se sont pas rentré dans rendus la compte que ok pratique. Voilà. ok. C'est le coup de la grenouille, hein. Alors c'est quoi le coup de la grenouille? Bah, une grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide, on met le feu en dessous. Elle va finir morte, ébouillantée. Une grenouille qu'on jette dans une casserole d'eau bouillante, elle va sauter hors de la casserole. Ok, d'accord, je donnerai cette image à des managers et des directeurs. Ils vous remercieront. Ok, donc en fait, pour dire un peu, Non, pour mais si on veut le décomposer, faire plus positif, c'est que globalement, il y a eu une appropriation progressive, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de choc, ouais. et donc ça s'est fait sans problème. Maintenant, ils se rendent compte quand même du truc. Quand ça fait sur 3 ans, les 3 dernières années, t'as 3 gars de chez eux qui petit à petit sont devenus PO à tiers-temps, PO de temps, et que ils ont eu des difficultés dans leur métier à faire ce qui devait être fait, à avoir à compenser, à je sais pas quoi. En fait, là, ils disent, mais en fait, là, nous, on a donné du temps, etc., mais ça nous a créé X, Y, Z complexité. Et là, du coup, ils commencent à conscientiser, à formaliser une forme d'opposition en disant, mais en fait, on n'est pas gagnant à 100% de cette façon de faire là. Donc, c'est leur perception des choses. Et donc, du coup, c'est là où il peut y avoir une Non, opposition. on n'a pas dû bien se comprendre. En fait, quand je parlais de résistance dans l'encadrement intermédiaire, c'était plus de l'homéostasie, c'est-à-dire on est dans un mode agile qui va à peu près, donc pourquoi essayer d'améliorer nos pratiques, pourquoi je dirais avoir un deuxième niveau de maturité, parce que moi ce que je porte en effet, c'est que il y a toute une série de pratiques qui sont pas complètement matures. Bon. Donc, il y a certains patterns qui sont pas en place. Par exemple, les specs, c'est plus ou moins abandonné. On a des US qui tournent au spec parfois, hein. Donc, comme je le dis à certaines équipes, vous faites du cycle en W, mais vous faites pas de l'agile. C'est-à-dire des petits cycles en V les uns derrière les autres. Voilà. Bon, alors pas partout, pas dans toutes les équipes, mais ça existe. On a Ok. des équipes où la rétro est vue comme quelque chose d'inutile. Donc, comment on améliore ces pratiques, j'ai du mal à le savoir. Voilà. Bon, donc Ok. c'est toutes Donc, ces c'est, choses-là. ok. Donc, moi, je pensais que c'était une prise de conscience des métiers il y avait une difficulté. Mais non, en fait, non, c'est vraiment Non, non, dans ils les adhèrent équipes. bien. C'est Ils dans adhèrent les bien. équipes agiles, c'est le Mm. challenge de bon, on a fait un truc qui est cool et tout ça, mais par contre, on va reprendre les bases, certaines bases en tous les cas, et c'est pas homogène sur toutes les équipes pour vraiment nous améliorer. Et là, c'est plutôt une opposition, un frein à l'amélioration continue de leur pratique, quoi, tout simplement. Ouais, Ok. c'est plus ça, en effet. Est-ce que vous avez mis, par exemple, c'est bête à dire, mais des fois, l'inspiration d'équipes d'autres entreprises ou d'autres administrations sur leurs pratiques et pourquoi? Comment vous abordez cette problématique-là est-ce que vous avez déjà votre centre de compétences en interne, donc ils les connaissent, ils se connaissent, etc. Il y a un biais aussi de personnes là-dessus sur l'inspiration. Quand on va sur l'extérieur, on est plus facilement inspiré par les gens qu'on connaît pas. C'est bête, Mais mais c'est bien. le centre de compétences pousse les gens à aller à des conférences. On achète des lots de places sur un certain nombre Ok. de conférences pour que les gens puissent y aller, que ce soit des devs ou des métiers d'ailleurs. Après, on a toujours un peu le même problème, c'est que c'est les meilleurs qui regardent ailleurs et donc qui enrichissent encore leurs compétences, alors que d'autres, restant sur leur train-train, vont pas forcément chercher à s'ouvrir les chakras, comme on dit, quoi. Bon, c'est du Du comment oui, ça, classique. c'est du classique people. Ouais, c'est bête à dire, mais c'est du classique people management. Comment on fait grandir. Ok, d'accord. Donc ça c'est phase 2. Et au niveau de la direction avec son acronyme de plan annuel, euh, est-ce que est-ce qu'il y a il y a eu un besoin de formation, besoin de changement au niveau de l'agilité, de comprendre certaines choses ou pas?
Bah, justement, dans les 10 ans, il y a eu, je dirais, il y a eu aussi le temps d'infuser vers le haut. Donc, Ouais. l'ensemble de la structure, je dirais, a une vision tout à fait correcte de l'agilité. Alors, je dois dire aussi que l'INSEE, bon, pour moi, c'est un petit bonheur de ce côté-là, c'est qu'il y a une culture d'ingénieur du haut en bas de la pyramide. Donc, ça facilite énormément ce genre de dialogue et ce genre de montée en compétences à tous les niveaux. Et par exemple, alors je sais pas si c'est courant, si c'était courant à l'INSEE ou dans le type de direction, mais les membres, bon, je sais pas si c'est un président, un directeur général, ils s'intéressent aux détails de certains projets, ils viennent des fois sur des rétrospectives. Est-ce qu'ils font partie prenante de l'intérieur des projets, dans les programmes pour voir comment ça se passe, pour comprendre, ou pas du tout? Alors, les directeurs eux-mêmes sont sponsors et actifs sur un certain nombre de sujets, en particulier les produits dont on parlait. Ok. Donc, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on veut mettre un effort continu. Et d'ailleurs, alors ça, c'est le côté aussi positif du fameux programme de triennal des travaux, là. C'est que chaque année, je dirais, les directeurs vont défendre quelque part tel ou tel projet, vont défendre les moyens associés et donc s'investissent vraiment dans tous ces sujets-là, mais aussi en continu au cours de l'année, par exemple sur le produit filière d'enquête, qui est quelque chose d'important. On a quand même trois directeurs métiers et moi-même qui sont régulièrement impliqués tous les mois sur un certain nombre de sujets avec retour aux équipes, etc. Et dans les équipes qui font les rétrospectives, du coup, sur les améliorations de faire, etc., est-ce que bah, du coup, vous êtes impliqués, les directeurs aussi ou pas? Alors sur les rétrospectives, non, parce qu'on considère évidemment que les rétrospectives, c'est un moment de l'équipe sur son propre comportement, son propre fonctionnement, et qui peut aussi être l'occasion de mettre en évidence tous les dysfonctionnements, et on fait ça entre soi en général. Ok. Par contre, il peut y avoir des moments spécifiques qui sont plutôt, je dirais, de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler un programme incrément. Alors, pour le coup, je prends une notion safe là, c'est-à-dire je dirais plutôt à une période tous les 2, 3 mois où on se retourne, on regarde ce qui a été fait et on regarde pour la suite ce qu'on a à faire. Et là, Ok. éventuellement, sur certains sujets, ça peut monter jusqu'au directeur. Et au niveau, on va dire, de ce que vous allez mettre en place, en dehors du nivellement par le haut des pratiques, etc., des équipes, est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Si celui-là, vous le faites, on va dire, si la phase 2 vous arrivez un peu plus rapidement, c'est quoi la vision que vous avez sur la phase 3 pour faire en sorte que l'INSEE soit encore meilleur? Bah, c'est même pas une phase 3, c'est une phase 2 bis, parce qu'elle est en route en parallèle, c'est la mise en place du DevOps. Ah, parce que du coup, DevOps, c'est pas encore, dans les pratiques Non, d'agilité, vous n'avez pas pu mettre le DevOps en place. Oh, ok. et ça, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que en même temps que l'agilité était mise en place du côté des devs, au contraire, il y a un renforcement process utile du côté des ops. Et donc, il y a eu une espèce de hiatus entre les deux mondes, avec un monde très, très processé du côté des ops, très ticketé et tout, et un monde qui s'assouplissait du côté des devs. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte de ce problème, mais on avait Les ops chez vous, c'est juste pour être sûr, parce que les ops, les c'est quoi? exploitants, la prod. Ok, Les ouais, parce exploitants, que, la prod. ok, Voilà. d'accord. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai vu ça, mais on avait en cours un énorme chantier de changement de centre d'hébergement, parce que tout l'hébergement est fait en interne à l'INSEE. Et donc, il a fallu différer un peu ce sujet-là. Et donc, on s'y attelle depuis un an là maintenant, et on va faire la bascule DevOps là sur l'année. Donc, en réorganisant complètement les équipes, en les mettant en service, en équipe service, et non plus en silo de compétences comme ils étaient actuellement. Oh, ok. Ah, et ça, du coup, et ça n'a pas été un vrai gros frein à l'agilité pour pouvoir vraiment être agile sur la partie produit ou la partie, Si, si. Parfois, certaines équipes agiles ont attendu plus de 6 semaines un environnement. l'enfer. Voilà, l'enfer. Ouais, là, l'enfer, ouais. Et les push en prod, c'était la même chose ou après, à partir du moment où c'était stacké, ça allait? Après, ça allait quand même, faut pas peindre les choses en noir. L'organisation fonctionnait et tout, Ouais. mais il y avait clairement un manque de souplesse sur un certain nombre de sujets. Ok. Et donc, du coup,
Une grosse phase de bis, ouais. Avec pas mal de risques associés, ouais, j'imagine bien. Ouais. Ah, intéressant, c'est hors de peut-être de contexte, mais vous avez dit c'est en interne. Donc on imagine bien l'enjeu des data, etc. Mais pourquoi pas passer chez je parle plein Scaleway ou VH en mode opérateur français web, c'est une question de coût, c'est une question de compétences, c'est une question de données régaliennes. Alors pour Curiosité. l'instant, on a vraiment un sujet données régaliennes et comme je l'ai dit, on a changé notre centre de prod sur les années 2020-2021. Et donc, on a tout refait à neuf du sol au plafond. Et à cette époque-là, je dirais, il n'y avait pas une poussée aussi forte vers le cloud au niveau de l'État. Ok. Et donc, ça nous donne 3-4 ans pour avoir une nouvelle stratégie sur le cloud, parce que vu qu'on a des serveurs super puissants, bah, on n'a pas intérêt à les acheter en plus de la puissance de calcul ailleurs. Bien sûr, ouais. Et donc, je dirais, c'est en 2025 qu'il faudra revoir cette politique. Ceci dit, pour être honnête, il ne faut pas oublier que l'INSEE, par exemple, c'est le fameux RNIPP, le registre des personnes privées qu'on appelle le numéro de sécu d'habitude. En fait, c'est l'INSEE qui le tient. Ok. Et ce genre de choses, c'est une base sur l'ensemble des Français. Oui, on va éviter de faire des trucs un peu open, quoi. Voilà. Je vois bien Voilà. je vois bien le truc. Non, mais Donc, tout n'est pas de ce niveau-là. Il y a des ok. choses qu'on va pouvoir mettre sur le cloud, mais il faut faire attention. Oui, en fait, c'est au final, c'est aussi comme Michelin qui dit qu'il y a plein de données précises, enfin, soit des calculs très coûteux, soit des données tellement confidentielles qu'ils préfèrent les avoir en interne et gérer ça. Et puis, il y a plein d'autres produits où, au final, ils peuvent les avoir dans le cloud et avoir. C'est une question d'hybride et de bien séquencer ça, quoi. Ok, très clair. Complètement. Et Ok, en interne, super. du coup, on se met aussi à avoir une infra Kubernetes. Enfin, donc, Ouais. on a des techno-cloud en interne et donc on pourra passer sur un certain nombre de choses sans trop de difficultés en externe. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a un point, quelque chose qui vous semble important qu'on aurait ou intéressant qu'on n'aurait pas abordé? Qu'on n'a pas abordé, non, mais je vais insister lourdement parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'est très cher. C'est de revenir aux fondamentaux des cas de valeur et de Ok. s'interroger sur toutes ces pratiques en agilité si on est conforme à ces cas de valeur. Et en particulier avec la quatrième valeur qui est l'adaptation plus que le respect du plan, qui, à mon avis, est une méta-valeur, c'est-à-dire que ça s'applique même au framework, par exemple. C'est-à-dire qu'un framework, plutôt que de se dire est-ce que je respecte le framework, non, c'est est-ce que je suis adapté, est-ce que ça va bien, quoi. Et donc, en permanence, se réinterroger sur ces pratiques à partir de ces valeurs. Ok, c'est le point important dans la façon de faire ok, très cool, très bien. Tout Bah à écoute, fait. c'était super intéressant. Si on a des DSI qui soient dans l'administration ou dans le privé qui sont intéressés pour échanger avec vous, ils peuvent vous contacter sur LinkedIn sur la partie agilité, etc. C'est ok, c'est Tout à open. fait, pas de problème. Bon, top. Et du coup, pour information, pour ceux quand vous écouterez le podcast, normalement, je pense que la conférence de Jean Séverin sur Agile en scène sera sortie aussi en replay. Et ça peut être intéressant. On n'y aborde pas forcément les mêmes sujets de la même manière, mais du coup, c'est un complément et c'est aussi riche. Donc, ça peut être intéressant. Peut-être que on mettra le lien dans la description quand ça sera sorti. Bon, mais OK. merci pour tout. C'était super intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur deux, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à tous.